de nos surfaces, de nos matières organiques, de l'érosion, etc. En fait, il faut arriver à produire des choses de qualité, il faut arriver à vivre. Et donc là-dedans, effectivement, je ne suis pas non plus comme des agriculteurs un petit peu classiques, on va dire, qui ont 2-3 espèces et qui tout est calé à l'avance. Ils savent en 2023, ils savent ce qu'ils vont faire sur telle parcelle parce que c'est calé, quoi, en fait. Ou le maïsiculteur, en fait, qui fait maïs sur maïs depuis 50 ans, en fait. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est au contraire une grosse adaptation à la parcelle, c'est-à-dire qu'il faut aller voir comment ça se passe et mettre la plante qui va bien sur la bonne parcelle au bon moment, en fait. Et là, ça va être donc des espèces complètement différentes. Effectivement, ça peut être du blé, mais ça peut être de l'orge, ça peut être du grand épeautre, du petit épeautre, ça peut être du sarrasin, ça peut être voilà, du trèfle, de la luzerne. Même si j'ai pas d'élevage, je mets aussi des plantes, des fourragères, en fait, pour les sols, pour enrichir les sols, uniquement. Et c'est aussi des cultures d'été, sorgho, maïs, soja, en fait, tout ça c'est fonction de ce qui se passe dans les sols, en fait. Et on se rapproprie notre métier d'agronome, en fait, et on regarde ce qui se passe, et on décide au dernier moment ce que l'on met ou ce que l'on ne met pas, et avec des variétés, effectivement, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on trouve sur le marché, comme je l'ai déjà dit, parce qu'elles ne sont pas adaptées à ce type d'agriculture-là. Et après, effectivement, moi, ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, c'est l'agroforesterie, parce qu'effectivement, ce sont on peut aussi produire autre chose que des cultures dans les parcelles. En fait, même si j'en ai pas parlé, mais beaucoup de cultures associées. C'est-à-dire que dans une même parcelle, il n'y a pas que du blé, ça peut être un mélange de blé-pois, par exemple, ou de blé-luzerne, ou autre chose. Mais voilà, il y a des mélanges de cultures qui sont faits. Et moi, j'aime bien aussi la diversité, parce que je pense qu'on fait des fermes résilientes aussi. Plus on est diversifié, plus il y a des limites. En diversifiant, en fait, on devient plus résilient. On arrive à s'acclimater à tous les à-coups qu'il peut y avoir. Et mettre des arbres aussi dans les champs, ça permet d'avoir une production de bois. Donc moi, chez moi, je me suis mis à mettre du bois il n'y a pas longtemps, il y a 8 ou 10 ans en fait, de l'agroforesterie dans un objectif de bois d'œuvre en fait. Donc mais voilà, je taille des arbres, je mets des fûts à 5 mètres de haut, et un jour ils feront des meubles. En fait, ils feront quelque chose et donner une plus-value à l'agriculteur qui sera là, les branches passeront en BRF ou autre chose, en fait voilà, pour avoir un autre type de diversité. Et en même temps, on met des éléments fixes, ce qu'on n'a plus en agriculture, qui eux vont favoriser effectivement tous les pollinisateurs. Il faut savoir que la pollinisation, on en parle beaucoup, les abeilles, c'est une chute libre, on a une mortalité énorme des abeilles, en fait. Mais 80% de la pollinisation ne se fait pas par l'abeille domestique, se fait par les abeilles sauvages et par les bourdons, en fait, qui démarrent beaucoup plus tôt et finissent beaucoup plus tard. Et eux, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans les sols, parce qu'eux, en fait, ils ont besoin de sols non touchés, parce qu'en fait, leur nid, leur lieu, en fait, de reproduction, etc., c'est dans le sol, 9 fois sur 10 en fait. Donc plus, si on n'a pas des zones de sol non touchées, en fait, tout ça disparaît aussi. En fait, voilà. Et tous les auxiliaires qui nous permettent de moins mettre de pesticides, moi j'en mets pas du tout, mais si on avait un peu généralisé, en fait, effectivement, ça permettrait de réduire tout ça et peut-être de produire des céréales, en fait, avec moins de pesticides dedans, donc quand même meilleur pour la santé, pour les eaux, etc. Et peut-être sur des sols vivants de qualité organoleptique meilleure. Quoi. Voilà, je crois que je peux passer la parole. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En conclusion, c'est un paysan. Il est agronome, il est agriculteur, à l'heure actuelle on les appelle comme ça, mais c'est un paysan. Il va chercher ses racines intérieures avec les racines de là où il est, et ce bon sens qui depuis des millénaires fait qu'on est encore là. À propos des engrais, petit rappel historique. Pour ceux qui ne le savent pas, les premiers engrais appelés engrais, avant on ne parlait pas d'engrais, sont des reliquats de produits de guerre transformés en engrais. Ne jamais oublier ça. Nos premiers engrais qui ont transformé notre agriculture, qui d'un seul coup nous ont fait passer dans une production colossale qu'on n'avait jamais vue, c'est pas une volonté de faire cette agriculture, c'est simplement une volonté d'écouler des stocks qui étaient des stocks d'armement, pas métalliques, de poudre, pas de la poudre noire, mais d'explosifs, qui ont été transformés selon d'autres dosages, selon d'autres mécaniques, en engrais. Une première fois après 1914, et une deuxième fois de façon colossale et radicale après 1946. Ça laisse rêveur.
Juste, Pierre, j'aurais bien voulu que tu nous précises quelle était ta filière en fait d'écoulement de tes cultures. Comment tu choisis ce que tu vas cultiver en fonction de quels critères, au-delà du fait que ce soit adapté à ton sol. Alors, je suis très mauvais en commercialisation, en fait, il faut bien l'avouer. Et je ne me suis pas trop préoccupé de ça. Donc je me suis préoccupé moi de l'agronomie essentiellement, comment faire pousser les choses, quoi faire pousser à quel endroit et tout, et j'ai un peu négligé la partie commercialisation. Ça ne m'empêche pas d'avoir un petit stockage en fait, et de pouvoir stocker quelques tonnes pour des paysans boulangers justement qui des fois manquent, ou pour des boulangers qui travaillent différemment, avec des variétés longues anciennes qui, voilà, qui sont différentes aussi. Et après, je travaille avec des coopératives agricoles bio, spécialisées en bio, puisque je suis voilà, en bio. Et voilà quoi, en gros c'est tout. Mais là il y a une grosse marge de progrès à avoir, une grosse marge de progrès. Moi j'ai aussi été à un moment donné éleveur de porc, en fait, plein air. Et je suis aujourd'hui aussi maraîcher un petit peu, puisque j'ai une production de légumes de plein champ. En fait, pour ça j'ai une personne et demie qui travaille avec moi. Et pour passer mes produits, justement, c'est que là j'avais la commercialisation, pour vendre mes porcs au début, puis après mes légumes, j'ai aussi monté un magasin, en fait, qui est une Biocoop. Voilà, donc ça m'a poussé, la recherche de commercialisation m'a poussé à monter un magasin aussi, quoi, en fait, et à créer son débouché, quoi. Voilà, donc où j'en suis, mais finalement, ma production céréalière, en fait, elle part sur le circuit long, classique, en fait, des coopératives, la plus grosse partie. Voilà. Et si tout le tournesol, par contre, est vendu à une huilerie qui est à côté de chez moi, en fait, quelqu'un qui a une huilerie et qui donc le presse pour le transformer en huile. Voilà. Et du coup, ça va me permettre de passer la parole à Eric Béliard de la coopérative Bioserre. Parce que, en fait, quand tu envoies tes productions à la coopérative, elles sont mélangées avec d'autres productions d'autres agriculteurs. Donc, la qualité que tu peux avoir n'est plus traçable, en fait. Voilà, donc, du coup, je passe la parole à Eric Béliard, donc, qui va se présenter aussi et qui va présenter le travail qu'il fait au sein de sa coopérative et ce vers quoi il serait possible d'évoluer pour essayer de garder une traçabilité des productions quand elles sont de qualité. Merci. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez bien compris tout à l'heure, depuis tout petit, j'ai compris que pour travailler un sol, il faut le remuer, pour semer, pour faire un certain nombre de choses. Vous semblez dire qu'il faut garder le sol en l'état parce qu'on rend le cycle de vie de toutes sortes de choses qui s'y trouvent pour l'enrichir. Bon. Mais alors, comment vous semez, comment vous vous prenez exactement pour semer sur un sol de semence? Merci. Bon, après ça c'est de la technique, c'est du machinisme en fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas non plus un gros panel de machines en fait qui sont adaptées à des semis directement de la prairie par exemple. C'est possible, on a certaines machines qui existent en fait, mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent à ça justement, parce que pour X raisons, hein, les constructeurs de machinisme en fait ne sont pas allés dans cette voie-là, parce que je pense qu'ils préfèrent vendre une charrue, un déchaumeur, un cultivateur, avec je sais pas, tout le panel d'outils avec un gros tracteur parce qu'il faut beaucoup d'énergie de traction pour tirer tout ça, plutôt qu'un tout petit tracteur avec un seul outil qui est le semoir. En fait. Donc je crois franchement qu'ils ont pas mis beaucoup d'efforts dans leur investissement en fait pour la création d'outils, de semis adaptés à ce type d'agriculture-là en fait. Mais aujourd'hui, du coup, effectivement, il y a quelques soucis pour faire ça, et on a pas mal d'agriculteurs qui sont penchés, qui sont très bricoleurs, en fait, qui sont penchés là-dessus et qui ont créé des outils, eux, en fait, qui marchent plus ou moins, en fait. Donc il y a aussi du travail à faire là-dedans. On a du travail sur le machinisme, sur les variétés, comme on disait, sur les espèces, sur les variétés à mettre, même chose sur les couverts, en fait. Hein. Tous les espèces de couverts que l'on connaît aujourd'hui, on ne les connaît pas assez, on a vraiment beaucoup de boulot à faire là-dessus, mais aussi sur le machinisme, effectivement, quoi. Et voilà, mais effectivement, quand on arrive à avoir un matériel qui nous met une graine positionnée comme il faut, au bon endroit et correctement dans un sol comme ça, en fait, ça marche.
un sol qui est structuré, etc. Ça marche, on arrive à avoir des productions très intéressantes sans toucher le sol, sans le toucher. Voilà. Et même si on n'arrive pas toujours, aujourd'hui les techniques ne sont pas complètement connues, on tâtonne, il y a des fois où on fait des compromis, comme tout est compromis en agriculture, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs. Mais des fois effectivement, il y a un tout petit outil qui va passer en surface, en fait, pour pouvoir implanter une graine correctement, c'est juste ça. Mais voilà, quoi, il y a une autre technique à inventer aussi, là. On commence à avoir du recul, il y a 20 ans de recul à peu près sur cette technique-là. On a déjà fait beaucoup de progrès. Et tous ceux qui arrivent à cette technique-là aujourd'hui, en fait, ils font pas les erreurs qu'on a fait nous au début. Et voilà, j'ai bon espoir pour qu'à un moment donné, on arrive à quelque chose de très précis, de très fiable, etc. Même si aujourd'hui, on est déjà pas trop mal, quoi. Avez-vous dans votre vidéo un exemple de ces outils-là, la manière dont ça fonctionne? Alors, je savais pas que j'allais intervenir comme ça, donc j'ai rien amené, j'ai pas une photo, j'ai rien du tout. En fait, mais effectivement, j'ai tout un tas d'outils, etc. Mais c'est très simple, il n'en faut pas beaucoup des outils en fait. Il faut un bon semeur et un petit tracteur. Bon, je caricature, mais voilà. Oui, donc Eric Belliard, donc, je suis directeur de la coopérative Bioserre, donc coopérative en agriculture biologique qui est dans l'Eure, donc le siège social est dans l'Eure. Une coopérative qui a à peu près une trentaine d'années, qui a été créée par un groupe de producteurs normands. Donc aujourd'hui, la coopérative a à peu près 200 adhérents et on est sur un territoire Normandie, Île-de-France, un peu la région centre et Hauts-de-France, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc une coopérative, donc l'activité, c'est le cœur du métier de la coopérative, donc c'est en fait une association, enfin c'est les agriculteurs qui sont associés, donc qui ont un outil en commun, donc ils ont mis tous les moyens pour avoir cet outil en commun, pour pouvoir stocker le blé, pour pouvoir éventuellement le trier et effectivement faire la commercialisation, notamment. Sinon, il y a d'autres activités. La coopérative a un site, le siège social historique dans l'Eure, avec un silo où on fait du triage, et on a également développé une activité meunerie sur ce site. Sinon, on a un autre site qui est vraiment dédié au blé meunier, donc à l'assemblage de blé meunier également dans l'Eure, à Beaumont-le-Roger. On a un autre site plutôt dans l'Oise qui est plutôt spécialisé dans l'alimentation animale, donc qui est lié un petit peu avec toutes les céréales, les céréales qui sont produites, qui sont surtout des céréales pour l'alimentation humaine, mais donc des céréales qui sont effectivement triées, où les déchets de tri sont utilisés en alimentation animale. Donc ça, c'est un peu les spécialités du silo de Fouillois, avec une autre spécialité sur l'orge pour la brasserie. Donc pour faire le malt. Sinon, les productions de la coopérative, c'est essentiellement les céréales. Donc les céréales, les oléoprotéagineux et également les légumes secs. Donc ces produits sont commercialisés donc, pour faire le pain. Donc ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc le blé, mais pas que le blé. On a parlé aussi du petit épeautre, de l'engrain qu'on produit également, du sarrasin, du seigle. Et donc ils peuvent être utilisés en meunerie. Sinon, également, on fait d'autres céréales qui vont plutôt dans les petits déjeuners, notamment l'avoine, pour les flocons d'avoine. Après, il y a tous les produits qui vont en huilerie. Il y a le lin, il y a la cameline, il y a le colza, tournesol. Il y a d'autres produits donc, pour les haricots secs ou légumineuses, les lentilles, les lentillons. Et donc, oui, l'orge pour la brasserie. Donc, globalement, c'est les produits qui sont produits par nos adhérents et donc qui sont traités, stockés par la coopérative et commercialisés par la coopérative. Alors pour revenir, on a également une activité de production de semences. Donc on fait produire des semences à nos producteurs et on a une usine qui traite, qui récolte ces semences et qui les certifie pour revendre à nos adhérents, et pas que à nos adhérents d'ailleurs, des semences pour mettre dans leur champ. Donc c'est des semences certifiées. Sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, ce sont des semences qui doivent être certifiées, sachant qu'on a une liste de semences qui sont dans le catalogue officiel, et c'est les semences qu'aujourd'hui on produit. Donc je dirais c'est plutôt des blés qu'on dirait modernes. Bien qu'on aide également des producteurs chez nous qui sont intéressés par les blés anciens, mais les blés anciens on ne peut pas les multiplier officiellement. Donc on aide nos producteurs qui ont encore le droit de mettre leurs semences, ou en tout cas aussi distribuer à des agriculteurs voisins.
Donc on les aide des fois à mettre aux normes leur production, et à ce moment-là, c'est eux qui... on les aide aussi à la distribution de ces semences pour d'autres producteurs. Mais ça ne rentre pas dans notre usine parce que c'est effectivement, ça peut pas être certifié. Bon, ça c'est la problématique un peu actuelle. Mais voilà, on se débrouille avec ça puisque nos producteurs sont des producteurs qui achètent des semences mais qui des fois prennent leurs propres semences. Voilà. Également une autre activité aussi, c'est le développement de variétés. Parce qu'effectivement, on est quand même une coopérative spécialisée en blé meunier. Donc on est comme effectivement sur un territoire Normandie, Hauts-de-France, etc., un territoire céréalier, donc effectivement où les céréales vont bien. Donc la plupart de nos producteurs sont des céréaliers, il y a des polyculteurs également. Mais effectivement, le fer de lance de la coopérative, c'est plutôt le blé et les autres céréales pour le pain. Donc effectivement, on travaille sur cette filière avec nos producteurs et on va jusqu'à la meunerie aujourd'hui. Donc on a une activité de meunerie où on fait à peu près 2000 tonnes de farine par an. 1000 tonnes qu'on fait sur notre propre meunerie, donc qui est une meunerie avec des meules de pierre à strier. Et les autres 1000 tonnes sont faites sur plutôt des outils nouveaux chez des prestataires, donc sur du cylindre. Et donc cette farine, aujourd'hui, globalement, notre premier client c'est Biocop. Donc les farines Biocop que vous trouvez en magasin en 5 kg ou 1 kg sont les farines qui sont faites à Biocop. Alors aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui on a plutôt une stratégie de se diriger plutôt vers les boulangers. Aujourd'hui effectivement on peut faire de la farine intéressante, du blé intéressant, mais effectivement faire du blé de qualité pour mettre dans des paquets de farine où ça ne va pas forcément utiliser pour faire du pain, mais ça peut être, c'est un produit basique qu'on fait qui peut être utilisé dans la cuisine pour faire du pain, donc on fait un produit de base. Aujourd'hui on voudrait aller un petit peu plus loin pour valoriser les blés de nos producteurs, et donc de ce fait là on voudrait travailler plus vers la boulangerie pour apporter un peu de valeur ajoutée aux variétés qui pourraient être produites par nos agriculteurs. Et donc là, comme tu disais, effectivement, on ne mélange pas forcément tous les blés de nos agriculteurs. Aujourd'hui, on a des demandes pour la meunerie. Déjà, aujourd'hui, c'est plutôt une demande de régionalisation. On a des meuniers qui souhaitent, avec lesquels on travaille, qui sont en Île-de-France, qui nous demandent du blé d'Île-de-France dans la filière Île-de-France. On travaille également dans le Nord sur un pain qui s'appelle le Petit Nord. Donc effectivement, pour ces meuniers, eh bien, on apporte du blé qui vient du Nord. Et également, on développe le blé normand. Donc de ce fait-là, on fait ce qu'on appelle des allotements différenciés pour apporter du blé qui est tracé, je dirais, de façon géographiquement. Alors on peut aller plus loin, effectivement, il y a des boulangers qui souhaitent aujourd'hui, c'est vrai que c'est une tendance, avec des boulangers qui souhaiteraient avoir ou travailler sur des blés un peu moins modernes ou sur des blés qu'on appelle anciens. Donc de ce fait-là, effectivement, nos producteurs, puisqu'on est une coopérative, on peut faire produire à nos adhérents effectivement des variétés anciennes pour effectivement avoir une meilleure valorisation. Donc en fait, le travail de la coopérative, c'est aussi être à l'écoute un peu du marché, des besoins des clients. Et à ce moment-là, on travaille avec nos adhérents en disant, ben voilà, aujourd'hui, il y a une demande pour plutôt tel produit ou telle variété, etc. Et donc, on travaille avec nos adhérents pour effectivement produire ce qu'on a besoin. Effectivement, pour pas qu'il y ait de surproduction ou de sous-production, pour répondre un petit peu au marché. Parce qu'il faut savoir que la filière bio est assez sensible. Il y a des demandes de produits bio. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le blé, notamment sur le blé, on importe aujourd'hui, on a un besoin à peu près de 100 000 tonnes de blé aujourd'hui. On importe 25 000 tonnes de blé de l'étranger, parce qu'on n'a pas suffisamment. Donc l'important, c'est effectivement d'essayer de répondre à la demande aujourd'hui qui est de 100 000 tonnes. Demain, s'il y a 200 000 tonnes, il faut pouvoir y répondre. Il ne faut pas en faire plus, parce qu'en plus, après, on ne trouve pas de débouchés, et les prix s'effondrent, etc. Et l'agriculteur n'est pas rémunéré. Donc l'objectif de la filière, c'est de vraiment avoir une adéquation entre la demande et l'offre. Et donc l'offre est variée. Et aujourd'hui, on est content qu'effectivement, la filière pain, il y a vraiment une demande du consommateur, parce que c'est la demande du consommateur qui fait que on peut effectivement répondre à cette demande.
s'il n'y a pas vraiment de demande pour du blé ancien, effectivement, nous on a des adhérents qui font du blé ancien depuis 20 ans, mais il n'y avait pas forcément un marché. Donc ils faisaient du blé ancien, on l'achetait au même prix, donc en fait ça produisait moins, donc ils n'avaient pas vraiment une valorisation, parce qu'il n'y avait pas vraiment le développement de filières de blé ancien. Donc,